Salut. Vous êtes de nouveau là pour la suite des aventures de notre Maserati R11. Enfin, moi je lui trouve un air de famille avec la R11 en tout cas. La dernière fois on s'était arrêté sur une note positive mais un peu mitigée dans le sens où le moteur tournait, on avait réussi à démarrer mais ça s'était vite corsé. Avec un circuit d'essence dans un état problématique. On va essayer d'arranger ça aujourd'hui. Je sais d'avance que ça va être compliqué parce que là on s'attaque quand même à de l'acier italien. Donc il va falloir garder la foi. Ce qui est rassurant, c'est qu'on n'a pas à faire une imitation, c'est une voiture italienne. Au début j'ai eu un doute, ça s'était un peu trop bien passé. Pendant le premier épisode, j'avais remplacé un répétiteur de clignotant. On continue maintenant à prioriser les réparations primordiales avec un essai d'un logo Maserati trouvé à vil prix. Dommage, les standards morphologiques ont dû changer entre les années 90 et maintenant. Il faut croire qu'on préfère l'anorexie aux formes rebondies dorénavant. Tant qu'on est là, on va découvrir ensemble ce que contient le coffre. J'ai trouvé comment l'ouvrir sans batterie pour l'alimenter. Et à part des morceaux d'isolant pour le capot, on a un feu arrière droit, la boîte à gants qui était manquante, une glace de clignotant avant, des conduites d'air, un peu de matériel audio de l'époque et puis pas mal de bricoles non identifiées. Ça devait coûter une petite fortune ce système au début des années 90. Ah, on a aussi les coques manquantes autour des commodos. Puisqu'on a un feu droit en rab, mais qu'il n'est pas nickel, on va essayer quelque chose. Vous l'aviez sans doute bien vu, celui en place sur la voiture est cassé au niveau du clignotant. Et quand celui dans le coffre est dans cet état, ça donne forcément envie d'en faire un bon avec de mauvais. Accessoirement, c'est derrière ces optiques qu'on a le plus souvent accès à la porte des enfers, concernant les Maserati biturbo. Ça rouille souvent fort par là. Mais on a de la chance, on dirait. Il va falloir faire encore un peu de place pour qu'il s'insère parfaitement. Là, on est bien. Après avoir collé le cabochon, on peut profiter d'un fessier d'italienne sans trou additionnel. C'est mieux. Oui, on pourrait croire qu'ils viennent d'une BMW E30, mais non, ils n'ont rien à voir. Allez, fin de la récréation, on passe au réservoir. Bon, j'espère que j'ai ramené tout ce qu'il me faut. On va essayer de déposer le réservoir. Avant tout, évidemment, il faut le vider. Je sais pas combien il y en a dedans, si j'en crois la jauge. Il n'y en a pas beaucoup, mais j'ai pas envie de mettre ça par terre. Et voilà, j'ai déjà reçu le produit pour traiter tout ça. C'est un produit Restom, j'en ai entendu du bien, enfin j'en ai lu du bien, on verra ce que ça donne. Ah, il faudra que je pense à lui trouver des vérins neufs. Vous connaissez sûrement le plaisir de se prendre le coffre dans la tronche lorsqu'on s'y attend le moins. À ce niveau, je remarque que comme sur une BMW précédemment citée, on trouve un coffret avec quelques outils. Manifestement, il manque la pince et un tournevis, j'imagine. À moins que ce soit une clé à bougie. Petit coup de propre, tant qu'on y est. Heureusement, cette dépose de réservoir-ci n'a pas grand-chose en commun avec celle de la DB7. C'est plié en quelques minutes.
On a 2 sangles derrière les habillages. Le tuyau qui va à la goulotte de remplissage. Et il faut évidemment finir par déconnecter le réservoir du reste du système d'alimentation. C'est sans doute le plus long à cause des points de levage vraiment pénibles à utiliser. Ici, au moindre écart de conduite, on tord ou casse quelque chose. On va découvrir quelle quantité de carburant reste dans le réservoir. Pour en récupérer le maximum, je mets de nouveau à contribution la pompe d'extraction. Et oui, pour info, le liquide rouge dans la bouteille, c'est un échantillon de ce qui sort du réservoir. Voilà la pièce qui fait office de sortie et de retour au réservoir, avec un tamis légèrement colmaté. Maintenant on peut sortir notre patient du jour. Derrière et dessous, toujours pas de rouille à déplorer. J'espère que ce coup de chance ne se paiera pas plus tard. Ouais, bon, il en reste un peu plus que ce que je croyais. Voilà, je vous ai gardé cet échantillon pour la fin. Vous imaginez l'état de la jauge dans ce réservoir? On va voir. Attendez à pire que ça. Par contre, là, je vous promets que ça va aller au-delà de vos pires craintes. Il y a une quantité de particules de rouille là-dedans qui défie l'imagination. Et le pire, c'est que ça sort pas. Le tuyau de la goulotte va bien au-delà du corps du réservoir, donc faire sortir la rouille par là, c'est quasiment impossible en secouant la pièce. Donc j'ai vite abandonné cette méthode pour tenter l'aimant. Un peu plus efficace, mais toujours pas ça. J'ai pu sortir ce tas, mais il en reste facilement le quadruple à l'intérieur. Finalement, voilà la méthode la plus efficace. L'aspirateur. En bouchant les autres orifices, quel plaisir d'entendre 1 kg de rouille passer dans le tuyau en quelques secondes et sans effort. Immédiatement après, je remplis le réservoir de flotte et soude quelques trous en tête d'épingle par lesquels l'eau arrivait à pisser. Ça fuit encore un peu, hein. Je pense que c'est le trou là. Il faut que j'en mette un coup de soudure. Là, on peut passer au kit que j'ai acheté pour régler nos soucis. Ça se passe en 3 étapes. Première étape, 10 litres d'eau bouillante dans lesquelles on dilue le produit dégraissant. Alors il faut évidemment pouvoir condamner tous les orifices, donc 2 bouchons et une plaque en plastique récupérée sur l'audi à 8 donneuse, agrémentée de quelques trous pour pouvoir la visser et rendre ça étanche. Là j'en suis au dernier rinçage à l'eau claire, indispensable avant de passer à la suite.
Deuxième étape, on dilue le convertisseur de rouille dans 1 litre d'eau chaude cette fois. Évidemment, il faut que le produit puisse agir partout, il faut donc régulièrement le retourner dans tous les sens. Après ça, on peut enfin passer à la phase finale, la résine qui va devoir recouvrir, étanchéifier et protéger toute la surface interne du réservoir. On mélange un durcisseur à la dite résine et la difficulté ensuite c'est de la verser correctement, en prenant en compte qu'ici on a une cloison anti-déjaugeage et que ça va sacrément compliquer l'opération. On va donc la verser en plusieurs fois et faire ensuite très attention à la manière dont on va progressivement retourner le réservoir dans tous les sens en espérant bien tout recouvrir avec. Évidemment, c'est quasiment impossible de filmer ce que ça donne à l'intérieur, donc en attendant que ça sèche pendant une bonne semaine, je vais m'occuper du reste du circuit et plus particulièrement des rampes d'injecteurs. Magnifique. Oh ça c'est beau. Je vois même pas comment la bagnole a pu tourner ne serait-ce qu'un quart de seconde avec ça. Et de 2. C'est là qu'on voit que les filtres à essence, c'est pas l'arme absolue, hein. Tout pareil. Bon, celle-là, il y a encore le trou. Donc on voit là. Hallucinant. Allez, deuxième rampe. Je mets des gants parce que j'ai un peu trop de coupures aux mains. Et j'aimerais bien éviter d'en ajouter. L'avantage c'est qu'après ça pourra que mieux fonctionner. Peu importe ce que je ferai. Même si ça fonctionne pas terrible, ce sera toujours mieux qu'avant. Et de 5. Je vais essayer de les ouvrir d'ailleurs. Les rampes. Parce que quand on voit l'état de l'intérieur ici, on se dit qu'il va falloir aussi s'en occuper. Je sens que ça va être galère. Bon, j'ai laissé tomber. J'aurais cassé ou foiré quelque chose avant de réussir à enlever les bouchons. Je suis plutôt allé embêter Rémi qui a eu le malheur de me proposer sa cuve à ultrasons. Paix à son âme. C'est comme les frites, c'est mieux en 2 fournées. C'est pour les rendre bien croustillantes à la fin. C'est là que c'est intéressant. On va voir si ça a décollé les bouchons de rouille. C'est quand même dingue parce que dans le circuit il y a quand même un filtre hein, juste après la pompe, enfin juste avant la pompe. Il y a un tamis au fond du réservoir et après il y a un filtre. Il doit peut-être pas être tout nickel le filtre, non? Bah ouais, mais en théorie il devrait être juste bouché, il devrait pas laisser passer tout ça quoi. Non, c'est bien, c'est déchiré. C'est un vieux fil de papier. Tu crois? Non, mais tu sais, c'est possible. Hein. Mais le tamis par contre au fond du réservoir il est en bon état. Il est complètement bouché mais il est en bon état. Donc je sais pas. C'est celui où il y avait le plus de stock de terre. Ah si, ça y est. Ouais, je crois qu'on est parti pour quelques bains supplémentaires.
Après ça, j'ai commencé à tester leur fonctionnement. Après plusieurs séances de nettoyage dynamique par voie orale, j'ai remonté les injecteurs sur les rampes. On va pouvoir tester de nouveau avec un bidon qui fera office de réservoir. Certains d'entre eux formaient un jet assez pitoyable. J'ai donc harcelé Olivier pour qu'il me prête une machine à moitié en panne, mais quand même sacrément utile dans mon cas. Elle permet de commander les injecteurs pour des séquences d'essai. Après avoir terminé de nettoyer tout ça et obtenu une pulvérisation correcte sur 5 d'entre eux, et avoir remplacé le dernier par un œuf trouvé sur eBay, je peux remonter le tout. Si vous avez l'oreille fine et l'habitude de bosser sur des moteurs boiteux, vous entendez qu'un cylindre ne semble rien donner. J'ai commencé par innocenter tous les injecteurs en intervertissant leurs emplacements sur les rampes. Puis j'ai testé l'allumage aussi bien que j'ai pu. À un moment, quand tout semble pourtant en ordre, on passe au contrôle qui fait le plus baliser. Le compressiomètre, l'outil qui va tout de suite nous dire quel genre de virage va prendre cette remise en état. Hop. Très bien. Ok. Eh mais 8 bars c'est de la merde! Ça c'est ce que certains pourraient dire. Sauf qu'ici on est sur un moteur assez ancien et turbo-compressé. Donc il compresse moins. 8-9 bars c'est plutôt un très bon résultat à froid. On a donc un moteur qui semble être en très bonne santé. Alors c'est bien mais ça n'explique pas du tout pourquoi il tourne sur 5 cylindres. Je suis le premier à dire que les bougies c'est souvent le truc qu'on remplace sans aucune raison, et peut-être qu'aujourd'hui la Maserati va me donner tort, on va voir. C'est bon. Plus d'une journée. Ouais bon, en toute franchise, moi aussi j'ai envie de me foutre de ma gueule là. Parce que le gars qui passe une journée et demie à diagnostiquer pourquoi il y a un cylindre qui donne pas et finalement c'est une bougie, j'avoue que j'ai un peu honte. Et puis ça m'apprendra donc à dire que ça ne sert à rien de remplacer les bougies. Je maintiens, dans la plupart des cas ça ne sert à rien et elles sont remplacées beaucoup trop souvent dans la plupart des cas, mais bon bah des fois ça sert. Je pense que cette bougie elle a été montée neuve HS et après ils ont dû partir mais dans tous les sens quoi. Donc ça plus le souci de carburant hein, parce que ça fait bien longtemps à mon avis que le réservoir est dans cet état et que ça pose des problèmes. Donc maintenant on a une idée plus précise du pourquoi la voiture s'est retrouvée immobilisée aussi longtemps. Donc en fait j'avais testé pas mal de trucs
au niveau de l'allumage, j'avais testé donc, tous les faisceaux, c'est-à-dire que j'avais des bougies rapportées qui venaient pas de ce moteur, et je l'ai testé donc l'allumage à chaque fil, et à chaque fois je voyais bien l'étincelle, donc je savais que ça venait pas de cette partie-là. Et après, en fait, la connerie que j'ai faite, c'est que j'ai déposé toutes les bougies de ce moteur et je les ai pas remises exactement dans les mêmes emplacements. Donc il y a eu une variation à un moment donné qui m'a mis dans la panade, c'est-à-dire que j'avais eu l'impression d'avoir un souci d'injecteur à un moment sur un des cylindres, et effectivement l'injecteur donnait rien, ça a été résolu. Et tout ça en fait c'est plus ou moins confondu avec le souci d'allumage, c'est-à-dire que la bougie HS s'est retrouvée sur un autre cylindre, et de manière concomitante, quand j'ai arrangé le problème d'injecteur, à ce moment-là j'avais une bougie HS à un autre endroit. Et tout ça a foutu un sacré bordel dans ma tête. Déjà que c'est pas la paix là-dedans. Mais on va pouvoir faire un premier petit tour avec pour découvrir quelles autres surprises cette 424V nous réserve. On va se tromper. Oui, c'est une boîte dite inversée, donc la première est en bas à gauche. Déjà remarqué que le différentiel est plutôt bruyant au frein moteur. Sans essayer de lui faire sortir ses tripes, je remarque déjà qu'elle semble manquer cruellement de couple. Est-ce que ça entame mon enthousiasme pour autant ? Pour moi, ce très rapide tour du pâté de maison est très positif. Le moteur est régulier et tourne vraiment silencieusement. La boîte de vitesse fonctionne plutôt bien, les freins existent. Enfin bref, la voiture se conduit déjà sans trop de difficultés. Bien sûr, il y a encore une très grosse marge de progression, mais on parle d'une Maserati à problème arrêtée il y a des années. Je commence alors à m'intéresser à le faire tourner mieux que ça. Je remplace par exemple les 2 bobines dont j'avais déjà acheté des pièces de remplacement pour un prix raisonnable. Je sais par ailleurs que le moteur tourne très riche et j'espère que la fumée bleue qui sort de l'échappement a encore à voir avec l'ATF que j'ai versé dans les cylindres au début. Autrement, le coupable idéal dans ce cas de figure, ça reste du côté des turbos. En parallèle, je remarque, et on l'entend ici, que les freins arrière mordent constamment et que la direction assistée est un peu bruyante. J'aurai une explication d'ici peu, vous verrez. Mais là, il est temps d'avancer sur les problèmes qui nous bloqueraient pour un contrôle technique. C'est la priorité dorénavant, pouvoir l'immatriculer. J'ai remarqué un petit souci avec les veilleuses et clignotants avant, et pour partir d'une base saine, je vais contrôler l'état d'un composant très problématique sur cette voiture, le boîtier électrique. Mais bon, il est pas trop mal dans l'ensemble. Je reprends juste quelques soudures suspectes. Après, dans le but de remplacer les interrupteurs de lève-vitre en fin de vie par un modèle facile à trouver, j'ai réussi à faire sauter le fusible du circuit correspondant. Et j'ai mis un moment à trouver le relais avec son fusible. Après ça, j'ai réalisé la petite modification qui permet d'utiliser des interrupteurs bon marché, faciles à trouver et lumineux pour ne rien gâcher. Pendant ce temps, Dans le genre problème vraiment stupide, le frein à main, quand le système se démonte, le ressort se barre,
Je le vois pas sur le moment. Je remets le bouton dedans. Il s'enfonce tout de suite au fond. Et maintenant pour le récupérer ça va être amusant. Ouais, bah c'était effectivement pas très drôle à faire. Mais c'est bon. Mais encore. Bon, ça c'est embêtant. On a une grosse fuite de direction assistée. Et c'est la crémaillère qui fuit. Il va falloir trouver un moyen de la refaire. Pas génial ça. Le temps de trouver une solution à ça, il faut quand même avancer sur le reste. Toujours dans l'objectif de passer le contrôle technique, j'ai fini par déterminer que le souci de clignotant et de veilleuse à l'avant vient du clignotant et des veilleuses. Incroyable. En fait, en plus d'être pas mal rouillé au niveau des connecteurs, il doit y avoir une discontinuité dans la partie moulée dans le plastique. Pas moyen de retrouver un fonctionnement fiable. J'ai donc acheté une paire neuve. Heureusement, c'est de la pièce à l'origine montée sur les Fiat 127 ou 131. Pour pouvoir les monter, il faut déposer le pare-choc vu que les prisonniers sont tous partis au paradis de la visserie. Voilà, tout fonctionne et j'en ai profité pour remplacer l'anti-brouillard droit dont la glace était manquante et recoller le bout de verre cassé de l'autre côté. Là par contre on est sur de la pièce difficile à trouver même si c'est commun avec certaines Lancia Thema. Après j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai lancé notre petit V6 pour un contrôle du cycle de chauffe. On va voir s'il arrive à se réguler et si la ventilation fonctionne correctement. Elle monte doucement en température. J'ai un peu de mal à croire aux indications du compte-tour mais l'aiguille est tellement tordue en même temps. Ah et quand je vous disais qu'elle tournait riche. Ventilateur qui tourne là. La température est pas très élevée normalement. Étant chaude, je peux ouvrir un peu plus les gaz mais la poussée est toujours timide. Et il y a quand même quelque chose qui m'intrigue niveau sonorité au ralenti. Voyons voir si la machine à fumer va mettre en évidence un souci d'étanchéité. Et il me semble que oui. J'ai pour le moment jamais eu à déposer cette pipe d'admission, mais j'ai déjà entendu parler de son problème. Vous allez voir par vous-même. Voilà, il y a toujours des abrutis qui comprennent pas comment est assurée l'étanchéité de ce genre de montage. Absolument inutile de serrer les 3 vis qui fixent la pipe sur le papillon. Il faut juste les mettre au contact avec les doigts, sans outils, pour plus qu'elles bougent. La pointe des vis va dans la gorge du papillon, mais un peu serré ou très serré, ça change absolument rien à son étanchéité. J'ai redonné la forme la plus proche de l'origine au rebord de la pièce, mais évidemment on va pas se contenter de ça. J'ai commencé par bien la nettoyer et la dégraisser. Ensuite j'ai posé une pâte de soudure à froid fournie par un certain Julien, que je remercie. Après durcissement, il me restait plus qu'à la sculpter pour retrouver une forme proche de l'origine.
trop mécontent du résultat. Il faut espérer qu'elle va pas se décoller par contre, sinon je serais bon pour un remplacement de turbo ou pire, un remplacement de moteur. Voilà, il n'y a plus la sorte de bruit de succion bizarre au ralenti. Un petit tour indique que le moteur est beaucoup plus coupleux et agréable en manœuvre maintenant. Est-ce qu'on n'aurait pas mérité de se faire un peu plaisir avec quelques avant-après de l'état de l'intérieur? On va déjà faire l'état des lieux ensemble. Il y a un peu de moisissure à certains endroits, pas mal de poussière, des pièces démontées, mais il y a aussi des aspects pas franchement communs. Les garnitures de porte sont encore protégées par le plastique posé en usine avant la livraison, par exemple. Tout ça a l'air d'être plutôt en bon état, mais vous allez voir qu'en fait c'est mieux que ça. C'est proche du neuf. Bon, tout n'est pas rose évidemment, je peux voir de plus près par exemple d'où vient le jeu dans la colonne de direction. Ça, c'est ultra classique sur ces voitures. Il y a une bague plastique, hein, mais elle est passée derrière là, sûrement parce qu'elle est cassée. Oh, j'avais pas vu que les aiguilles elles étaient aussi tordues. Je crois qu'elles sont proches de toucher le plastique transparent juste devant. Sympa. Le module à 4 boutons, c'est ce qui permet d'ajuster la suspension pilotée pour qu'elle soit plus ou moins ferme. Et on a de la chance, personne ne l'a volée celle-ci. Ah, c'est dommage que le vernis ait mal vieilli. Ah, le module de climatisation automatique aux touches tactiles, on sent qu'il va faire chier rien qu'à le regarder. Bon bah voilà, on a appris quand même pas mal de choses pendant cet épisode, dont l'information principale, elle peut rouler. Et en général, pour un premier roulage, évidemment, on découvre tout ce qu'on n'a pas pu observer avant. Donc si on récapitule les points majeurs, le freinage, surtout à l'arrière, il y a un petit souci de grippage manifestement. Le différentiel, j'ai remarqué qu'il était bruyant, particulièrement lorsqu'on est en frein moteur. J'ai l'impression que ça le met en contrainte et qu'il commence à chanter. Il va falloir déjà que je vérifie qu'il y a de l'huile dedans, ça pourrait être un bon début. La fuite de DA, ça c'est le problème majeur en fait, c'est ce qui a pour l'instant m'empêché de la rapatrier. Et puis un problème qui n'empêche pas forcément de circuler mais qui mérite d'être réglé, le fait que quand on est derrière cette voiture et qu'on met gaz en grand, on a l'impression que c'est vraiment une 324 TD qui nous précède.
Et vu l'amour que je porte au diesel, c'est pas quelque chose que je peux accepter très longtemps. On peut être sûr d'un truc, c'est que pendant le vrai roulage qui va me permettre de la rapatrier, on va découvrir des trucs fantastiques. Cette voiture est pleine de surprises, j'en suis sûr. Tiens quand même à signaler que cette voiture est beaucoup plus jolie qu'une 30 ou même qu'une 190 je pense. Le seul truc que je trouve un peu dommage, c'est les voies qui sont un peu étroites quand même. Pourtant il y a la place, hein. Donc est-ce que Maserati a été limité dans son choix concernant le déport? Je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de curieux à ce niveau. Oui, je suis d'accord, hein. Les optiques arrière sont très similaires à celles d'une E30 ou d'une 190E ou même de certaines Talbot. Mais ça, c'est plus l'époque qu'il veut. En fait, j'ai l'impression, si on regarde la chronologie, que tout le monde a sorti ses feux arrière rectangulaires rainurés à peu près en même temps. Donc on va dire que personne n'a copié personne. Comme ça, tout le monde est content. Donc vous pouvez peut-être remarquer, si vous êtes observateur, que la voiture est dans une position particulière. C'est parce que justement j'ai commencé à m'occuper du problème majeur. Mais ça, ce sera l'objet d'une future vidéo. Donc je vous remercie tous autant que vous êtes de regarder mes conneries et de vous être abonnés, pour certains même d'avoir contribué à la chaîne sur Tipeee. Donc merci encore. Et puis je vous dis à la prochaine. Peut-être avec celle-ci. Allez, ciao!